Merci beaucoup de nous avoir invités d'abord. On est vraiment ravis de participer à cette réunion en présentiel. Ça ne nous était pas arrivé depuis un petit moment, pour le dire franchement. Merci donc aux organisateurs, au CRES, à la région, d'avoir pris cette initiative sur un sujet éminemment important. Donc quelques mots de présentation sur ce qu'est l'Observatoire régional de la santé, alors Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une structure qui existe dans la région depuis une quarantaine d'années, en fait. Ça fait presque un petit peu, ça donne un peu le vertige. Ça commence à faire un peu de temps, mais enfin, finalement, comme tous les ORS qui ont été créés à peu près à la même époque dans toutes les régions françaises. C'est donc un centre de ressources qui a été mis en place d'une certaine manière pour guider à la fois les acteurs qui travaillent sur le terrain, mais également les institutions qui œuvrent dans le domaine de la santé publique dans la région. Et donc, par guider l'ensemble de ces acteurs, de ces parties prenantes, qu'est-ce qu'on entend ? C'est de leur apporter des connaissances sur les problématiques de santé publique et leurs déterminants, dont l'environnement fait bien évidemment partie. D'ailleurs, il s'agit de l'environnement, mais aussi de l'environnement de travail. Donc sur la région, dans les différents espaces de la région, dans ces différents territoires, et d'ailleurs ces déterminants peuvent varier d'un territoire à l'autre, c'est de les aider également à établir des priorités. Ça peut être au niveau de la région, de l'agence régionale de santé, ça peut être aussi au niveau des collectivités territoriales, dans l'élaboration de plans, par exemple, à concevoir également leur politique de santé publique et aussi à identifier les actions qui sont nécessaires et qui sont surtout efficaces pour intervenir en santé publique, et ensuite essayer de contribuer aussi, en tout cas à faire passer l'idée que c'est important d'évaluer ces plans et ces actions. Alors, pour cela, l'ORS s'appuie sur 3 axes que je me contenterai de vous présenter de façon très succincte. D'une part, un axe observation, ensuite un axe production de connaissances, et enfin un axe que j'appellerais plus généralement action, dans lequel on verra qu'il y a quelques composantes, mais de façon très résumée. L'observation, nos activités d'observation, ça se traduit déjà par un outil concret, qui est un outil cartographique interactif, qui s'appelle le système d'information régional en santé, qui est accessible à tous les acteurs et qui leur permet de regarder quels sont les indicateurs de santé et socio-sanitaires sur des territoires qui partent de la commune jusqu'au département. À partir de cet outil, on peut d'ailleurs contribuer à élaborer, et c'est quelque chose que nous faisons souvent, mais qui se fait aussi indépendamment dans les collectivités territoriales ou par nos collègues des délégations départementales de l'ARS, des diagnostics territoriaux. Et d'ailleurs, dans ces diagnostics territoriaux, il y en a qui sont thématisés, et notamment sur l'environnement. Et nous en avons fait récemment 2 importants sur les 2 grosses métropoles qui sont l'une à l'ouest et l'autre à l'est de cette région. Le deuxième type d'activité, c'est de produire des connaissances sur ces problématiques pour savoir comment se jouent les mécanismes par lesquels un certain nombre de problèmes de santé se produisent, mais aussi de comprendre aussi quels sont les comportements des acteurs et des usagers dans le système de soins, et qu'est-ce qui peut, par exemple, faire qu'un certain nombre d'usagers ne font pas valoir leurs droits ou ont du mal à avoir accès à certains types de soins. Et pour ce faire, on réalise des études, mais aussi des travaux de recherche en collaboration avec différents laboratoires de la région, mais pas au niveau que de la région, aussi au niveau national. Un exemple de ce type de travaux, c'est le baromètre santé-environnement, alors qui était une initiative nationale tout au départ, dans le cadre d'un plan national santé-environnement, et puis qui a permis de faire des extensions régionales. Et nous en avons fait une en 2007 et une seconde en 2017. Et ça nous a permis d'ailleurs de voir à quel point les mentalités, les opinions, les perceptions ont radicalement changé en 10 ans, avec une perception de plus en plus aiguë et forte des problématiques santé-environnement. Et puis le troisième axe, et j'en terminerai par ça, mais c'est un axe dans lequel nous organisons des formations sur différents types d'outils, auprès de professionnels de santé aussi, par exemple pour les sensibiliser aux questions santé-travail et environnement. Nous élaborons aussi des fiches actions probantes.
c'est-à-dire des fiches pour mettre à disposition des acteurs des connaissances scientifiques sur l'efficacité des différents types d'actions. Et nous l'avons fait dans le domaine santé-environnement. Nous avons une dizaine de fiches qui montrent qu'est-ce qu'on peut faire de façon efficace pour améliorer l'aménagement du territoire, faire en sorte qu'on augmente sa qualité, qu'on améliore sa marchabilité, qu'on réduise par exemple les risques de chute, qu'on améliore sa sécurité. Tout ça, il y a toute une connaissance qui existe dans tout un tas d'études et qu'il est bon de porter à la connaissance des acteurs et des responsables. Tout ça, c'est important pour guider le choix et l'élaboration des interventions dans ce domaine. Voilà, merci de votre attention. Je pense maintenant c'est à Charlotte d'enchaîner sur sa présentation, donc je vais la laisser prendre la parole. Merci Monsieur Verger. Juste, je rappelle que Charlotte Callès, vous êtes étudiante en 6e année de pharmacie, vous êtes stagiaire à l'ORS et vous allez nous présenter vos travaux qui vont évoquer les liens entre la biodiversité et la santé. C'est bien ça? Oui, exactement. Ok, vous avez un petit quart d'heure. Merci. Donc, l'Observatoire régional de la santé travaille à l'initiative de la région et de l'ARS afin de mieux répondre aux enjeux santé-environnement autour de la biodiversité dans la région. L'ORS a été chargée d'un premier travail de synthèse permettant de mettre en évidence les enjeux de santé qui découlent des liens potentiels ou avérés entre la biodiversité et la santé. Donc, nous verrons dans cette présentation la nature de ces liens entre la biodiversité et la santé, avec quelques exemples d'indicateurs déjà existants ou alors en réflexion. Donc pour commencer, la biodiversité, c'est la diversité du monde vivant, c'est-à-dire la diversité des milieux de vie, des espèces qui vivent dans ces milieux et la diversité génétique. Toute cette biodiversité, elle est rassemblée au sein d'écosystèmes qui sont dynamiques, complexes et en perpétuelle évolution. Les écosystèmes assurent des fonctions essentielles pour l'homme, à l'origine d'interactions entre la biodiversité et la santé. On remarque en fait que la santé va être la résultante de ces différents services que nous recevons et donc que notre santé est liée à notre environnement. En effet, par exemple, les écosystèmes assurent des ressources en molécules thérapeutiques que nous utilisons pour nous soigner. Ils régulent la qualité de l'air que nous respirons. Ils offrent des lieux propices à la pratique de sport bénéfiques pour la santé physique et la santé mentale. Et selon la nature et les caractéristiques de la biodiversité, mais aussi selon la nature de son interaction avec l'homme, elle est à l'origine de ressources en santé, donc de bénéfices, ou alors de facteurs de risque pour la santé. Mais comme la biodiversité évolue, que de nouvelles pressions peuvent s'exercer sur elle, ces liens entre la biodiversité et la santé sont également susceptibles d'évoluer. Donc, lorsque l'on s'intéresse aux liens potentiels ou avérés, qu'ils soient directs ou indirects, entre la biodiversité et la santé, on constate que ces liens vont à double sens. Dans un premier temps, c'est la biodiversité qui peut avoir un impact sur la santé via des processus naturels. Les allergies, par exemple, sont provoquées par la présence d'allergènes naturellement présents dans les denrées alimentaires, au sein des végétaux ou dans certains venins d'insectes. Ou alors par la présence de micro-organismes dans l'environnement qui participent largement à la stimulation et au développement du système immunitaire. La biodiversité peut aussi impacter la santé via des processus anthropiques, donc causés ou favorisés par l'activité humaine. C'est le cas pour la transmission des zoonoses, qui sont des maladies transmises par l'intermédiaire de pathogènes, majoritairement des virus ou des bactéries, via un contact direct ou via un vecteur comme les insectes. Ces maladies se transmettent de l'animal à l'homme ou inversement. Nous avons également notre bien-être et notre qualité de vie qui peuvent être influencés par l'aménagement du territoire en favorisant l'accès à la nature, par exemple. Dans un second temps, ce sont nos pratiques de soins en médecine humaine, mais aussi les pratiques de soins vétérinaires et celles agricoles pour garantir la sécurité alimentaire et ou permettre des rendements toujours plus importants qui peuvent impacter la biodiversité. Les traitements par antibiothérapie impactent la biodiversité bactérienne et entraînent l'antibiorésistance. La biodiversité aquatique et la biodiversité des sols sont impactées par les pratiques agricoles, telles que l'agriculture intensive, pour laquelle une consommation importante de produits phytosanitaires est faite. Et nous avons aussi les médicaments qui se retrouvent après utilisation dans les eaux sous forme de résidus et qui peuvent aussi impacter cette biodiversité.
Pour compléter ces connaissances sur les liens entre la biodiversité et la santé, qui nous proviennent des études, et dans le but de faire un état des lieux de la santé de la population liée à la biodiversité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ORS est chargé, dans le cadre d'un travail qui est commandité par la région et l'ARS, de recenser et proposer des indicateurs afin de décrire les phénomènes de biodiversité pouvant avoir un impact sur la santé humaine au niveau du territoire régional. Les indicateurs peuvent être construits, par exemple, à partir de données de surveillance, donc environnementales ou sanitaires, ou à partir du système national des données de santé, mais pas seulement. Les indicateurs devraient permettre d'abord d'observer et de caractériser les phénomènes de biodiversité pouvant avoir des répercussions directes ou indirectes sur la santé. Ensuite, de caractériser l'exposition des populations à ces facteurs de biodiversité, de présenter la prévalence des problèmes de santé en lien potentiel ou avéré avec les phénomènes de biodiversité. Puis, on devrait pouvoir suivre l'évolution de ces indicateurs dans le temps et étudier leur distribution géographique. De tels indicateurs peuvent contribuer à l'établissement d'un état des lieux destiné aux différents acteurs et institutions concernées et les aider dans la définition et la priorisation des mesures et stratégies dans ce domaine, mais aussi pour informer et sensibiliser le grand public. Afin d'illustrer ces relations entre la biodiversité et la santé, j'ai choisi 4 thématiques différentes. Les zoonoses et les allergies au pollen, pour lesquelles des indicateurs existent déjà. J'aborderai également les espaces verts urbains et pour finir, la problématique des résidus de médicaments dans les eaux. Parfait. Donc, concernant les zoonoses, leur transmission et leur émergence sont dépendantes de plusieurs facteurs qui sont influencés en partie par les comportements humains et la perte de la biodiversité. D'après la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, on observe que 70% des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire des nouvelles infections, sont des zoonoses. L'émergence est en partie due aux différents changements d'environnement causés par les activités humaines. Ces dernières années, par exemple, l'artificialisation des sols a fortement augmenté et a contribué à modifier et détruire les habitats naturels. La pollution de l'air, des sols, de l'eau entraîne une simplification des écosystèmes et une diminution des populations d'espèces et une perte de leur fonction de régulation. Ces facteurs peuvent entraîner des changements de comportement ou de mode de vie chez les animaux et provoquer un rapprochement des espèces sauvages et domestiques ainsi qu'un rapprochement des espèces sauvages avec l'homme. On offre alors de nouvelles chaînes de transmission aux pathogènes. Le passage de pathogènes d'une espèce à l'autre est alors favorisé. L'érosion de la biodiversité animale s'ajoute à ces changements d'environnement. Elle entraîne une perte de l'effet dilution. Très simplement, c'est qu'un pathogène risque moins d'être transmis à des hôtes qui y sont sensibles, lorsque dans un même temps, il est susceptible d'être transmis à des hôtes dans lesquels il ne peut proliférer. Autrement dit, une biodiversité animale qui sera riche pourra jouer sur la régulation de la propagation des pathogènes en créant des filtres et des barrières à sa transmission. Pour illustrer la thématique des zoonoses, j'ai choisi de prendre l'exemple des maladies vectorielles, chikungunya, dengue, infection à virus Zika, transmises par le moustique tigre Aedes albopictus. Même si le risque d'émergence de ces maladies en France métropolitaine est faible, car peu de moustiques sont porteurs de ces maladies, il pourrait augmenter à la faveur du réchauffement climatique. Ce moustique, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, est arrivé en France du fait de l'augmentation des échanges mondiaux et se développe principalement en zone urbaine, car les conditions sont favorables à son développement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une des régions les plus exposées au risque de transmission, car ce moustique est de plus en plus présent dans la région, comme nous pouvons le voir sur la carte qui représente sa progression. Cette carte a été construite par l'ORS à partir de données de surveillance de l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, et on constate que la présence d'Aedes albopictus évolue chaque année et qu'elle est en large progression. En plus de 15 ans, la région est passée de une commune colonisée en 2004 à plus de 600 en 2021. Pour les allergies au pollen, le rapport avec la biodiversité est un petit peu différent, puisqu'elles peuvent être reliées à la présence d'une biodiversité plutôt variée et riche en végétaux. Lors des périodes de pollinisation,
Les végétaux vont rejeter de grandes quantités de pollen dans l'air et l'exposition à ces pollens devient alors difficilement évitable. Sauf que certains de ces pollens sont responsables de réactions d'hypersensibilité, donc d'allergie chez des personnes sensibles, et elles ont des répercussions sur la santé et sur le recours aux soins. D'après le ministère des Solidarités, de la Santé et selon les études épidémiologiques disponibles, les allergies au pollen toucheraient 20% des enfants et 30% des adultes en France. Au niveau de la région, d'après l'enquête Baromètre Santé-Environnement menée en 2017 par l'ORS auprès de 2000 habitants de la région, 44% ont déclaré être sensibles au pollen. Et parmi ces derniers, 61% ont déclaré que cette sensibilité avait augmenté au cours des 5 dernières années. On comprend donc bien que les allergies au pollen sont un réel enjeu de santé publique. Et parmi les végétaux allergisants, nous avons l'ambroisie, qui est très préoccupante. J'ai choisi cet exemple car, à mon sens, il illustre bien la complexité des liens entre la biodiversité et la santé. Il s'agit en fait d'une plante envahissante qui prolifère et qui s'étend très rapidement et qui est déjà d'ailleurs largement implantée dans certaines régions, comme en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ambroisie s'implante de plus en plus et particulièrement dans le Vaucluse, qui est le département le plus touché. Elle représente une menace pour la biodiversité car elle est particulièrement résistante et elle rentre en concurrence avec les autres végétaux. Et en plus de ça, elle a aussi la particularité d'avoir un pollen qui est très allergisant et qui provoque des réactions allergiques sévères. Dans ce contexte, il est donc important de développer l'information à son égard. L'ORS et Admosud ont collaboré à un projet dans le cadre du 3e plan santé-environnement pour modéliser la répartition des pollens d'ambroisie et estimer leur impact sanitaire dans la région. Pour évaluer l'impact sanitaire, l'ORS a mené une étude dont l'objectif était d'estimer la prévalence de l'allergie à l'ambroisie dans la région. Et cette prévalence, elle a été approchée par la part de personnes de 6 à 74 ans, résidant dans la région et ayant eu au moins un remboursement de médicaments anti-allergiques traceurs durant la période de pollinisation de l'ambroisie. L'utilisation de ces données pour estimer la prévalence de l'allergie à l'ambroisie est pertinente, puisque la période de pollinisation de l'ambroisie est spécifique. Elle est la seule à polliniser à ce moment-là. D'après les premiers résultats de cette étude, la prévalence estimée de l'allergie à l'ambroisie serait d'environ 8% en région. Cependant, d'autres facteurs, comme la qualité de l'air et l'offre de soins, pourraient aussi influencer la consommation des médicaments anti-allergiques traceurs. Et donc, là encore, on remarque bien la complexité à mesurer les liens entre la biodiversité et la santé. Concernant les espaces verts, donc il a été montré dans de nombreuses études que les espaces de nature, d'une manière générale, sont à l'origine de nombreux bénéfices pour la santé physique, la santé sociale et la santé mentale, et ceci par différents mécanismes. C'est ce que représente ce schéma sur cette diapositive. Par exemple, les caractéristiques d'un espace vert peuvent favoriser la cohésion sociale par la création d'opportunités de contact entre usagers autour d'une activité commune, ou alors offrir un lieu calme et apaisant qui sera propice à la détente et source de bien-être. Dans les zones urbaines, qui sont plus amplement polluées, la présence ou l'introduction d'espaces verts vont générer d'autres bénéfices plus spécifiques. La présence de végétaux est un moyen de limiter les concentrations de carbone dans l'air. Elle va pouvoir aussi agir comme régulateur des températures pour limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Aujourd'hui, il est reconnu que les espaces verts urbains constituent un réel levier d'intervention pour les collectivités, pour d'une part faire face aux enjeux environnementaux et d'autre part faire face aux enjeux de santé publique. Prenons l'exemple des îlots de chaleur urbains. Comme vous le voyez sur le schéma, les îlots de chaleur urbains sont des lieux où l'on observe un stockage de la chaleur et donc une élévation de la température par rapport au reste de la ville. Ils se créent du fait de l'abondance d'activités humaines, sources de chaleur, de la morphologie de la ville et des revêtements qui sont utilisés. On sait par exemple que l'asphalte noir va emmagasiner la chaleur pour la restituer ensuite. À l'inverse, la végétation, sous forme de jardins, de parcs ou de toitures végétalisées, aura la capacité de créer des îlots de fraîcheur par l'ombre qu'elle apporte et grâce à l'évapotranspiration. L'enjeu est alors de savoir où l'on observe ces îlots de chaleur, où ils se forment. Et de ce point de vue,
l'établissement d'une cartographie des îlots de chaleur est stratégique dans les grandes villes. La dernière thématique que je voulais vous présenter est celle des résidus de médicaments dans les eaux, qui témoigne du fait que nos pratiques de soins sont aussi susceptibles d'avoir un retentissement sur la biodiversité. Parmi les sources de pollution, nous avons les rejets de médicaments vétérinaires. Ces médicaments sont directement déversés dans l'eau ou se retrouvent dans les sols, par épandage de fumier par exemple. Nous avons aussi les rejets et boues des eaux usées des villes. Ils contiennent, eux, des médicaments à usage humain, principalement sous forme de résidus métabolisés ou inchangés, car les stations d'épuration des eaux usées n'ont pas la capacité d'éliminer la totalité des micropolluants dont les résidus de médicaments font partie. Donc ces résidus de médicaments, qui sont dispersés dans l'environnement, ils portent potentiellement les mêmes effets que les principes actifs dont ils proviennent, car ce sont des molécules destinées à induire un effet biologique dans l'organisme. Par exemple, la présence de résidus de contraceptifs sous forme d'hormones dans les eaux semble induire des troubles hormonaux chez certaines espèces de poissons, ce qui altérerait leur reproduction. L'enjeu, ici, est de multiplier les mesures et les données de ces résidus de médicaments dans l'environnement afin d'améliorer les connaissances sur leur présence, leur devenir, leur toxicité et risques potentiels pour la biodiversité. En conclusion, au travers de ces exemples, on se rend bien compte que les liens entre santé et biodiversité résultent de processus complexes et que les études et travaux de recherche sont encore nécessaires pour mieux les comprendre. Bien que les indicateurs descriptifs ne permettraient pas d'établir réellement les liens entre les phénomènes de biodiversité et la santé, ils permettraient cependant d'en suivre l'évolution et de les rapprocher. De tels indicateurs sont essentiels à la caractérisation des phénomènes de biodiversité susceptibles d'atteindre la santé, à la caractérisation de l'exposition de la population à ces facteurs de biodiversité et à la quantification des problèmes de santé qui peuvent en découler directement ou indirectement. Ils sont essentiels pour guider la construction de politiques publiques en la matière et pour en suivre l'impact. C'est dans cet esprit que la région et l'ARS ont demandé à l'ORS, en collaboration avec les services et les organismes travaillant sur la biodiversité en région, d'établir une cartographie des indicateurs existants et des données disponibles, et de mener également une réflexion sur ce qui devrait être très élaboré. L'enjeu est important, car il s'agit non seulement d'acquérir une vision globale des impacts potentiels directs et indirects de la biodiversité sur la santé, mais aussi de donner de la visibilité à ces questions auprès des acteurs, des collectivités territoriales et du public. Merci, Madame Callès.